dans nos studios à Bruxelles Sarah Baruch et Horatika. Bonjour à toutes les deux, merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, vous venez nous présenter un livre très fort, 125 et des milliers, paru chez Harper et Collins. Un livre sur un sujet grave, les féminicides, ces meurtres de femmes qui sont donc en moyenne en France de 125 par an, ce qui explique le titre. Et Sarah, le livre commence par votre propre témoignage. On sent votre peur et puis un jour vous vous sauvez. Comment, quand on est une femme indépendante comme vous, on tombe sous l'emprise d'un homme? C'est justement toute la question et ce que j'essaye de démontrer à travers cet ouvrage. Je pense que l'emprise, finalement, c'est un grignotage quotidien qui commence par des réflexions qui sont disproportionnées, des disputes disproportionnées qui choquent un peu, où on se remet en question et où petit à petit, pour ne pas contrarier, pour éviter une nouvelle dispute, pour espérer un peu de calme au quotidien, on se transforme soi-même et finalement, au bout de quelque temps, on n'est que l'ombre de soi-même, incapable de résister. Alors justement, lorsque l'on parle d'emprise, on entend souvent des personnes, notamment l'entourage, dire: «Oh, à moi, ça me serait jamais arrivé un truc pareil, moi j'ai un caractère vraiment fort», mais on sait, et notamment en lisant votre ouvrage, que c'est bien plus compliqué et bien plus insidieux que ça, l'emprise. Dans 125 et des milliers, on retrouve des portraits de femmes pour humaniser ces chiffres interpellants. Est-ce que vous avez noté, Sarah, un profil type, si j'ose dire, de victime d'emprise, ou bien oui, ça peut arriver à n'importe qui? Effectivement, comme la plupart du temps, on communique sur les violences faites aux femmes et les faits divers à travers les chiffres et justement, comment ça se termine, aucune femme ne peut s'identifier à 39 coups de couteau. En revanche, on peut s'identifier à une passionnée d'équitation qui avait monté son propre hara, comme c'était le cas d'Hélène, sur laquelle a écrit Or, qui est à mes côtés. La femme faible, victime, n'existe pas. Parmi toutes celles que l'on raconte, il y a 2 militaires qui savaient mieux tirer que celui qui les a abattus. Il y a une vendeuse d'armes, il y a des enseignantes, il y a des chercheuses en biotechnologie qui travaillaient entre les États-Unis et la France. Ça ne se joue pas à un niveau rationnel, ça se joue à un niveau émotionnel. Et à partir du moment où, pour être sur Terre, on a besoin d'avoir un cœur, ça concerne du coup tout le monde. Alors, Horatika, justement, une question pour vous. Vu l'importance du projet, j'imagine que vous avez dit oui tout de suite à Sarah. Le monde du cinéma, vous qui êtes actrice, a été très violemment incriminé par le mouvement MeToo. Est-ce que cette atmosphère de violence ou de harcèlement sexuel, vous l'avez vécu aussi personnellement? Alors, je pense que c'est complètement différent. Même si c'est dans la même mouvance, on va dire, c'est complètement différent. Le mouvement MeToo, c'est plus quelque chose qui va toucher le milieu professionnel. Là, ce dont parle Sarah dans son livre, c'est plus de la question de l'intime. Donc, c'est quand même deux choses différentes. Après, moi, professionnellement, non, j'ai pas été confrontée. Enfin, si, j'ai été confrontée à quelques débordements ou dérapages, mais rien de grave par rapport à d'autres. Je pense que je dégageais pas justement peut-être une prise possible. J'étais peut-être pas la jeune fille fragile ou aux abois pour certains rapaces, on va dire. Mais après, non, voilà, je pense que c'est quand même, voilà, c'est la même mouvance, mais c'est quand même deux processus de choses complètement différentes. Après, dans la question de l'intime, je pense en effet, comme dit Sarah, ça peut concerner tout le monde. Et il n'y a pas que les violences physiques, il y a les violences psychologiques qui sont aussi insidieuses Dangereuse. et dangereuses et dévastatrices. Et pour le coup, on en parlait hier, on peut avoir été concerné soi-même, mais on peut aussi avoir assisté à des scènes qui nous ont marqués, avoir eu des amis concernés. Enfin, en France, et la proportion, on en parlait hier avec un journaliste, est la même en Belgique, ramenée à la population d'ici. Mais en France, en tout cas, c'est une femme sur 5 qui est concernée tôt ou tard dans sa vie par les violences au sein de son couple.
Alors, Horatika, je me tourne vers vous. Dans 125 et des milliers, vous rendez hommage à Hélène Kahn, une femme, encore une fois, extraordinaire, qui aime l'équitation, comme Sarah le disait, et qui se lance avec sa maman Annick dans la direction d'un centre équestre. Et c'est dans ce même centre qu'Hélène est tuée par son ex-compagnon à l'âge de 28 ans. On apprend qu'Hélène avait déposé une plainte à la gendarmerie car elle avait peur de cet ex-conjoint qui la harcelait, mais le gendarme relativise l'incident et malheureusement, eh bien, en lisant l'ouvrage, on voit que le cas d'Hélène est loin d'être un cas isolé. Est-ce qu'on ressent la- une réelle colère face à la police, aux gendarmes, aux forces de l'ordre, à l'État, lorsqu'on participe à un tel travail? Oui, bien sûr, parce que ce n'est pas un cas isolé. Donc, en effet, je pense que la réponse n'est pas du tout adaptée, mais c'est quelque chose de très profond qui est ancré dans cette société patriarcale, on va dire. Et donc, voilà, c'est un changement qui est à faire en profondeur. Je racontais hier, moi j'avais été témoin d'un cas de violence physique conjugale en Autriche. Et pour le coup, on avait appelé la police et la police était venue tout de suite, avait embarqué l'homme et l'homme n'avait plus du tout le droit, a été relâché le soir même, mais n'avait pas le droit de revenir dans l'appartement pendant 15 jours. C'est pas, voilà, c'est-à-dire qu'ils le prennent très au sérieux. Alors évidemment, c'est un plus petit pays, il y a moins de monde, etc. Mais voilà, les réponses sont différentes suivant les pays. Et c'est vrai qu'en France, je trouve qu'on ne s'est pas du tout adapté. Euh, voilà, et c'est un problème très très profond. Mais quand les Euh, femmes seront prises en compte un peu mieux, enfin, de façon générale, ça va changer, j'espère. Voilà, mais ce qui est très choquant, moi j'assistais à au procès de l'assassin de Myriam Largetot il y a 2 jours, qui est un monsieur tout le monde, hein. C'est-à-dire que les bourreaux, on les détecte pas dans la rue. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un ancien ingénieur qui a travaillé à équiper l'armée française. Donc, mais il y a des DRH. C'est pas des hommes qui se baladent avec des machettes, ceux qui tuent leurs femmes. Et on est encore une fois dans la justification du meurtre parce que la jalousie, parce que il a été trompé une fois. Et moi, je me suis retrouvée dans ce palais de justice à écouter un des directeurs de l'enquête, donc un policier, qui disait bon, voilà, il faut quand même remettre dans le contexte un homme qui apprend qu'il a été trompé. On peut comprendre que on est en 2023 au palais de justice de Nanterre à Paris, et c'est cet homme-là qui dirige l'enquête. c'est un peu Tendu, désespérant. c'est désespérant. Et Euh, tandis que je pense que si c'est l'homme qui trompait la femme n'aurait pas de raison d'assassiner son... Enfin, je veux dire, on parle Voilà, de... Je sais même pas ce que ça veut dire, crime passionnel, en fait. Soit l'homme a une maladie psychiatrique et donc une bipolarité ou une psychose, et dans ce cas, bah, c'est la médecine qui doit juger qu'il a été pas maître de ses moyens. Mais si ce n'est pas le cas, il n'y a aucune raison d'invoquer un quelconque déséquilibre mental qui n'est pas médical, en fait. bien sûr. Et honnêtement, c'est un autre sujet, mais on a aussi le même problème avec les bouffées délirantes sur les attentats antisémites. Mais ça, c'est le problème de la justice française. Sarah, 125 auteurs à convaincre, à gérer, à coacher, à relire, c'est un travail de titan. Et en plus, comme vous l'avez dit, vous continuez de suivre toutes ces familles personnellement et de suivre les procès. Depuis combien de temps, en fait, vous travaillez sur ce livre? Et est-ce que vous êtes soulagée de ce succès parce que ça donne une voix aux victimes des féminicides? Alors, j'ai retrouvé la date exacte où j'ai eu cette idée. Ça faisait 6 jours que je m'étais enfuie, donc j'étais retournée vivre dans ma chambre d'ado avec mon bébé. Et dans l'appartement de mes parents, ma chambre donne sur une cité. Et je me suis souvenue un matin, c'était en juin, il pleuvait et tout, et je me suis souvenue que quand j'étais petite, la maman d'un copain se faisait frapper. Et dans ma tête, j'avais assimilé les victimes de violences conjugales à finalement les cités, aux cités, à la pauvreté, à l'immigration, dans le sens où une femme qui maîtrise pas la langue peut pas aller porter plainte et s'exprimer clairement. Et j'étais dans cette chambre et je me disais, mais j'ai eu faux sur toute la ligne. Parce que les stéréotypes qu'on nous vend dans la société sont faux. Et ce qui fait que moi, je ne me suis pas réveillée avant, c'est parce que j'ai grandi avec cette idée et que je ne m'autorisais pas le droit de reconnaître que ce que je vivais, c'était de la violence. Et donc, j'ai fait un post Instagram un peu
enfin voilà, j'étais pas, je me remettais en question. C'était le 12 juin 2020. Moi, je suis partie dans la nuit du 5 au 6. Et c'est là que je me suis dit, il faudrait raconter qui sont ces femmes qui meurent de la violence. Alors, le livre, j'avais pas l'idée de ce qui serait à la fin, mais donc voilà, c'était il y a à peu près 3 ans. Ça a été un énorme, énorme travail. Et oui, je suis pas soulagée parce qu'il reste encore énormément de choses à faire, mais je suis heureuse de voir à quel point il y a tellement de gens qui veulent que ça change, et pas que des femmes. Quand je suis en signature et que je vois des hommes qui viennent acheter le livre, qui veulent le lire, qui s'y intéressent, qui me demandent comment éduquer leur fils parce qu'ils sont en panique, ils veulent pas que ça se reproduise, je me dis, bon, peut-être qu'une prise de conscience commence, et je suis ravie d'avoir apporté, qu'on ait toutes apporté notre pierre à ça. Alors, c'est un travail très dense, hein, et au cours de votre travail, vous avez interrogé de nombreuses personnes, hein, juges, avocates, psychiatres. Il y a votre maman aussi. On sait que c'est très compliqué d'intervenir dans une situation d'emprise et de violence parce que le bourreau fait le tour, fait vraiment le vide, pardon, autour de sa victime, hein, de sa captive. Il l'éloigne de sa famille, de ses amis. Euh, alors, comment faire tout de même pour aider une personne sous emprise? Est-ce que le violentomètre, c'est un bon début? Alors, on en parlait justement ce matin parce que forcément, et c'est le cas, Or peut en témoigner, hein, pour toutes les rédactrices, ça a été extrêmement dur pour elles. Je voudrais juste faire cette parenthèse. Je ne sais pas si moi j'aurais été capable de faire le travail qu'elles ont toutes fait, parce que j'ai enregistré toutes les interviews que j'ai menées auprès des familles en audio, et elles n'avaient pour outil que cette interview euh, pour nourrir leur texte et leur inspiration. Et elles se sont retrouvées toutes plongées dans l'univers d'une famille en deuil, avec la responsabilité d'honorer cette mémoire, et en sachant que tout cela allait être lu par la famille. Oui, Et c'est vrai qu'il y avait une sorte de pression et de responsabilité. On doit parler de la victime, pas de l'agresseur, et ça va être lu par les familles, et en même temps, il faut raconter la personne. Donc, en effet, il y a quelque chose, oui, il y a une part de responsabilité, mais, mais en fait, c'était se replonger dans ce qu'elle était. Et en l'occurrence, moi, c'était Hélène Kahn, cette jeune femme qui était pleine d'allant, pleine de vie, pleine de volonté, qui adorait l'équitation, qui a décidé avec sa mère de monter un centre d'équitation. Donc, encore une fois, ça n'est pas une victime, c'est une femme qui est pleine d'avenir et pleine de volonté. Et du coup, toutes ces rédactrices continuent, enfin en tout cas ce qu'elles m'en disent, d'avoir des pensées pour elles, et du coup d'interroger leur vie, leurs proches. Et donc forcément, elles se retrouvent confrontées à mais je viens de me rendre compte qu'en fait, j'ai une amie, peut-être elle vit ça, j'avais pas encore verbalisé, ou une cousine, pardon, une sœur. Et donc j'ai l'impression qu'il y a un effet comme ça, boule de neige, où mais finalement, qu'est-ce que je peux faire pour lui faire prendre conscience que... Alors moi j'ai envie de dire, déjà, commencer par donner le livre, ou l'offrir, ou inciter à l'acheter. Et effectivement, le premier problème, c'est qu'on ne sait pas définir la violence. Maître Bouillon, dans le livre que j'ai interrogé, qui est une avocate spécialisée, me dit finalement la violence, c'est quand il n'y a pas d'échange possible. Quand finalement, pour éviter encore une fois la dispute, pour essayer de garantir une forme de calme dans le quotidien, on use de stratégies. On se transforme. Voilà. Je vais peut-être pas lui dire que je dois voir cette copine-là, parce que là, il est pas de... C'est pas le soir pour lui dire. Non, je vais peut-être pas mettre cette tenue parce que je sais que Ça va l'énerver. Ça va l'énerver. On ment, Je vais pas on répondre cache. je vais pas répondre à tel mec sur Facebook parce que il sait qu'il y a eu une ambiguïté il y a 2 ans. Ça va être compliqué. Des petits détails de la vie de quotidien qui en fait sont déjà le début de la violence. Et ce qui est très important, c'est que on imagine toujours la violence comme les coups, comme les bleus, comme les traces physiques. La violence physique a été le point commun des victimes seulement pour 40% des cas. C'est-à-dire que dans 60% des femmes qui meurent de féminicide, elles n'avaient jamais été violentées physiquement avant le jour où elles sont mortes. Donc le point commun, pour éviter la violence très très grave et le danger, c'est pas un coup, c'est à partir de quand je me transforme moi-même dans ma relation pour éviter le conflit.
Et aussi, Alors, il y a tout le processus de l'excuse. Moi, l'autre jour, j'ai retrouvé une copine que je connaissais quand on était très jeune, et je comprends qu'en fait, elle est très malheureuse en couple, et je comprends qu'elle a été violentée physiquement, et qu'en tout cas, il y a une emprise psychologique. Mais je l'incite à réagir, et elle me dit: «Non, mais il est fou, mais je l'aide, mais déjà, il va beaucoup mieux, mais je reste pour protéger mes enfants». C'est-à-dire que elle est encore dans un processus de complètement excuser la personne et de pas sentir, et puis aussi elle a plus de travail, etc., de pas sentir la force de pouvoir partir. Et c'est très compliqué aussi parce qu'on se retrouve face à une personne comme ça. On ne peut pas la forcer à partir non plus, c'est sa vie. Mais c'est très compliqué aussi de savoir comment réagir. Donc tout ce que je peux faire là, c'est lui envoyer le livre, l'inciter à le lire, lui dire: t'es pas toute seule, si tu as besoin, on peut te présenter des gens pour t'aider. Mais je pense qu'il faut il faut ouvrir cette porte-là et en tout cas lui tendre une perche pour le jour où elle en aura besoin ou envie, ou qu'elle se sentira capable. J'ai une question pour toutes les deux. C'est une question que vous posez, Sarah, à plusieurs reprises aux personnes que vous avez interrogées, notamment à Julia de l'association Féminicide par compagnon ou Ex. Qui est un pseudo. Oui. Est-ce que vous croyez encore à l'amour? Moi, j'y crois plus que jamais. L'amour qui ne fait pas mal. Je pense simplement que la définition que j'avais petite de l'amour romantique, où on s'aime au-delà de tout, au-delà de la raison, jusqu'à la mort, c'est une très mauvaise image de l'amour. Et de la même façon que je pense qu'il faut faire un enfant le jour où on a trouvé le sens à sa vie, et pas pour trouver le sens à sa vie, il faut aimer quand on s'aime déjà un peu soi-même et qu'on est en quête de l'harmonie ensemble plus que d'être sauvé par quelqu'un. Voilà. Belle définition. Oui, moi je crois en l'amour, bien sûr. Mais l'amour, c'est pas quelque chose c'est pas une possession. Non. C'est pas une appropriation. Quand on aime quelqu'un, comme on aime nos enfants, on a envie que leur bien. Donc l'amour, c'est donner, c'est pas exiger. Alors, une dernière question pour vous deux. Sarah, j'espère que vous avez trouvé des hommes qui sont prêts aussi à mener ce combat avec vous. Est-ce que vous pensez que le livre fait changer la mentalité en France par rapport à ce problème? Je n'ai pas cette prétention-là. J'espère qu'il fait s'interroger ceux qui le lisent. J'espère que ça s'est encore passé chez Léa Salamé où il y avait encore une fois un plateau d'hommes. Moi, je suis systématiquement envoyée comme étant la femme face à des hommes sur des plateaux, dans des journaux. On me parle de combat alors que moi, tout ce que je cherche, c'est la paix, que le combat, je l'ai vécu 10 ans, qu'aujourd'hui, j'aspire à justement un peu de douceur et du coup remettre les choses à leur place, que les gens arrêtent de se faire du mal en fait. Donc oui, j'ai cette espèce de mission qu'on me colle un peu dessus, que je l'ai bien cherché, hein, je me plains pas du tout, mais quand je vois que dans les sphères de haute décision, quand dans les sphères d'influence, ça reste encore des sujets de femmes, que les hommes ont l'impression que pour être comment dire, acceptés en société aujourd'hui, il faut qu'ils soient des victimes, ça m'énerve. Parce qu'en fait, les femmes, elles en ont marre d'être des victimes. C'est un peu ce que je disais à Frédéric Bédé samedi soir, dans Quelle époque en France, dont le premier chapitre, c'est moi aussi, je suis une victime. Et jamais on a nié que les hommes vivaient aussi des épreuves, l'inceste, etc. Ça ne concerne pas que les femmes. En revanche, c'est indéniable aujourd'hui que les femmes souffrent parce qu'elles sont femmes. Et pas parce qu'elles sont les filles d'eux, ou etc. C'est-à-dire que la souffrance aujourd'hui, elle commence là pour la plupart d'entre nous. Et ça change nos possibilités d'évoluer dans la sphère professionnelle, dans notre intimité, etc. L'objectif, c'est que ça s'arrête. C'est pas que tout le monde soit victime. Et Or, pour finir, mettre votre notoriété au service de ce combat qui est ô combien important, ça vous tenait à cœur depuis longtemps et comment est-ce que vous allez continuer peut-être? Ça me tenait à cœur. C'est-à-dire que quand Sarah m'a proposé, m'a demandé si j'étais OK pour participer, c'est un projet qui m'a touchée.
Voilà, après le défendre, ça me semble naturel. Voilà, je me sens juste femme, citoyenne. Ça me semble quelque chose de naturel. J'ai déjà agi dans ma vie contre les violences. Donc voilà, enfin, c'est juste un mouvement. Je ne me dis pas ma notoriété. C'est juste accompagner le mouvement. Après, je ne sais pas pour la suite. C'est surtout le projet de Sarah. Mais Ça, c'est moi qui me le dis pour elle. c'est quelque chose de naturel pour moi. Voilà, Moi, c'est quand je tiens à dire que aucune des autrices n'a été rémunérée pour ce travail, que Or prend dans son emploi du temps pour venir avec moi, quand même, c'est pas rien, un déplacement de 2 jours quand on est occupé comme elle. Et moi-même, je ne la connaissais pas du tout avant. Enfin, moi, je venais de passer 10 ans à jamais voir personne. Donc, je l'ai chopée à un endroit. Je lui ai dit, est-ce que je peux avoir votre mail? J'ai quelque chose pour vous. Elle a très gentiment accepté de me le donner. Je lui ai écrit un pâté pour lui expliquer tout le projet. Et elle m'a répondu au bout d'une journée, j'en suis. Voilà. Donc, très simplement, très directement. Et c'était parti. Bon, j'ai appris après qu'elle était très directe, donc c'était pas une exception. Mais en tout cas, voilà, je n'en reviens pas en fait de la générosité de toutes les participantes. Mais je me dis que c'est pas pour moi, en fait, c'est pour Hélène qu'elle est là et sa famille. Non, et c'est pour toutes les femmes, et c'est pour nos filles. C'est pour nos fils Bien sûr. aussi. Mais c'est pour que nos filles aient le courage, enfin, se rendent compte, pour nos amis, pour nos sœurs, pour nos cousines, mais pour nos filles, pour la génération aussi à venir. Le MeToo, ça a été c'est un formidable outil pour que nos filles, aujourd'hui, aient le courage de dire non, de dire stop. Et ça fait partie du même mouvement, le courage de se rendre compte qu'une relation amoureuse, ce n'est pas une possession, ce n'est pas une appropriation. Donc voilà, on a égalité, chacun doit garder son intégrité, on a égalité dans un échange. C'est une bonne conclusion. Merci beaucoup à toutes les deux, Sarah Baruch, Horatika. Merci d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. Le livre s'appelle 125 et des milliers. Il est paru chez Harper et Collins. Il est poignant. C'est un livre sur les féminicides et c'est plus que jamais important de parler de ce sujet. Je tiens juste à dire que tous les bénéfices sont reversés à l'UNFF, qui est l'Union nationale des familles de féminicides, qui accompagne justement les familles endeuillées du moment de la mort jusqu'au procès et même après. Comme on dirait chez nous, kol hakavod. Que la cavote.